Mesdames, Messieurs, bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche. Nous sommes déjà le 8 avril et c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Ils vont défiler sur le plateau. Quand je dis ils seront nombreux. Dalila Zenad, elle est professeure en psychologie à l'université de Bouzrea. Elle ouvre le bal dans quelques instants avec quel retour sur un congrès international de psychologie qui se déroule à partir du 10 et c'est jusqu'au 12 avril prochain à l'université de Bouzrea. On enchaînera avec une autre thématique, c'est la deuxième édition du challenge Beach Clean, opération coup fin, opération J'apprends à nager, un peu de tout avec une association. Il s'agit d'une association qui vient de Béjaïa, l'association Béjaïa Littoral. Plusieurs invités pour nous en parler, plusieurs invités pour parler de leurs actions et plusieurs invités pour revenir un peu sur cette deuxième édition et ce rendez-vous international, enfin national et international si vous le souhaitez. Aussi sur ce même plateau, retour avec Myriam Moussaïd sur une thématique, avec un invité. Il s'agit d'Amina Belhamou, expert international en énergie renouvelable. On va parler d'un congrès sur les énergies renouvelables qui s'est déroulé au CIC. Et puis on enchaînera tout à l'heure avec une artiste peintre qui, elle, expose au Palais de la Culture Moufdi Zakaria jusqu'au 15 avril. Pour finir avec l'équipe du dimanche, il y a Siam Kenouch et Hakim Keshroud. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. Sans plus tarder, c'est la météo. C'est parti. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. La météo est présentée par Amel Laribi. Bonjour. Bonjour Mahez. Ouais. Ça va? Ouais. Pas très emballé? J'ai mal dormi. J'ai mal à l'épaule, je vous jure. Hein, Les courbatures? C'est ça, Ouais, les sportifs, c'est ça. Ah, j'adore. Allez, redites-le une fois. Les sportifs. Allez, très bien. Les sportifs entre guillemets, c'est ça? Voilà. Les sportifs nocturnes. Vous avez du mépris pour moi. Du tout. Si, j'ai Alors, remarqué. pas du tout. Si. Pas du tout. Je ferai un rapport contre vous. Je ferai un rapport contre vous en disant, voilà, mépris et... Total. Non, mais c'est super. Mais bon. Alors du coup, quel temps fera-t-il en ce début de semaine? Eh ben, on aura quelques pluies. Ah ouais? Ça annonce bien, oui. C'est très bien. Voilà. C'est très très bien. Je peux? Allez-y. Ah, merci Mahez. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera passagèrement nuageux à l'ouest et au centre, accompagné de quelques pluies. Ces pluies sont localement orageuses vers les régions intérieures de l'ouest et le centre. Et à noter des vents assez forts qui vont souffler près des côtes ouest et centre, pouvant atteindre les 50 km/h. À l'est, par contre, le ciel restera souvent nuageux avec des pluies parfois assez marquées durant l'après-midi sur les régions de l'Est, la moitié sud, souvent voilée sur le sud-ouest, le Sahara central, le sud des Oasis, le Sahara oriental, le Égard et le Tassili, avec toutefois deux fréquences de sable au Sahara central, l'extrême sud, mais plutôt dégagées vers la Saoura et le Nord-Sahara. Les températures, quant à elles, plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un maximum de 22 degrés du côté de Moulbouari, 18 à Alger également, Oran, Tlemcen, Annaba, 16 degrés à Tizi Ouzou, Djelfa, Al-Biyad, 14 à Mascara, 15 degrés Sétif, 17 à Galma, au sud 25 degrés à Béchar, 27 Gardaya, 26 degrés à Biskra, 29 Tindouf, 33 degrés à Adrar, 40 Ilizi, 33 degrés Tamanrasset, Janet et enfin le maximum 41 degrés Borj Bedi Mokhtar et Ingzem. Et comme d'habitude, un petit voyage du côté de l'Europe où des nuages saturés de pluie intéresseront cet après-midi la ville de Dublin, Londres également, Bordeaux, Lisbonne, mais un ciel nuageux du côté de Marseille et Paris, passagèrement nuageux à Copenhague, Prague, Bucarest, Rome, également Madrid et Berne. Le soleil restera bel et bien présent à Varsovie, Budapest, également Athènes et Berlin. Le mercure affichera 11 degrés à Copenhague, 13 à Londres, Dublin, 21 Berne, 20 degrés à Berlin, 17 à Prague, 24 degrés à Varsovie, 21 à Paris, 14 Bordeaux, 18 Marseille, 16 du côté de Madrid et enfin 24 degrés à Rome. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous.
Allez, on se retrouve dans quelques instants, si vous le permettez, avec plusieurs invités. D'abord, Dalila Zened, elle est professeure en psychologie à l'université de Bouzréa. Avec elle, ce congrès international qui va se dérouler les 10 et 11, et non pas jusqu'au 12. Ça se passe d'ailleurs à l'université de Bouzréa, mais ça on en parle juste après ces quelques images. Allons-y. On est de retour. Allez, camarades, excellent réveil, excellente matinée. C'est parti avec nos premiers invités. Ils vont nous parler d'un congrès international. Premier du genre, ça se passe à l'université de Bouzréa. Deux invités pour en parler. Madame Dalila Zened, bonjour à vous. Vous êtes professeur en psychologie à l'université de Bouzréa. Avec nous aussi Makhloufi Houda. Alors vous êtes psychologue clinicienne. Vous êtes également un master de psychologie de la santé. Bienvenue à vous deux, mesdames. On va pas faire long avec vous. Il y a des invités qui atterrissent sur Alger dans quelques heures. Vous allez les recevoir. En attendant, vous allez peut-être annoncer cet événement 10 et 11 avril prochain. Université de Bouzréa, premier congrès international de psychologie. Exact. Allons-y. Alors, on plante le décor déjà pour commencer. D'accord. Donc, je suis professeure Zened Dalila à l'université d'Alger 2, directrice du laboratoire psychologie de la santé, prévention et qualité de vie. Donc, on organise ce congrès dans le cadre de ce laboratoire, un congrès à thématique les nouvelles applications de la psychologie de la santé pour la promotion de la santé de l'individu et de la société, qui va se dérouler le 10 et le 11 avril 2018 à l'auditorium de l'université Alger 2. Voilà. Combien de participants? Donc les participants... En termes de conférenciers. En termes de conférenciers, et sont au total de pratiquement 100, avec des posters, des étudiants, des doctorants. On a, c'est-à-dire des universitaires algériens, enseignants, docteurs et professeurs, et des étrangers qui vont nous venir. Donc il y a le professeur Kentar, qui est le pionnier de la psychologie de la santé dans la francophonie, et deux Égyptiens. Or qu'il y avait beaucoup qui nous ont sollicité, ils ont envoyé leur participation, mais pour des raisons pratiques, peut-être qu'ils ne seront pas tous là. Voilà. Ouais. Alors, quand vous parlez de francophonie, la psychologie la psychologie de la santé en français et la psychologie de la santé en arabe sont perçues différemment, sont traduites différemment, sont discutées différemment, les positions sont différentes? Non. Ou c'est juste une différence de langue? Ça veut dire que la psychologie de la santé a débuté dans les années 80. Aux États-Unis, avec le professeur Matarazzo. Ils ont créé cette section qui est la psychologie de la santé. Donc, elle s'est développée dans les pays anglo-saxons. Elle n'est arrivée en France que dans les années 90, avec professeur Maïs, Bruchon-Schweitzer et professeur Kentar. Et en Algérie, ses débuts, c'était en 2006, mais un master en psychologie de la santé
santé, il a été proposé en 2011 à l'université Alger 2. On a proposé un doctorat en psychologie de la santé en 2013 et en 2016, ça a été couronné avec un laboratoire de psychologie de la santé. Alors, comment définir la psychologie de la santé? Alors, la psychologie de la santé, c'est l'étude des comportements humains. Oui. C'est l'étude, c'est les facteurs biologiques et psychologiques et sociaux qui permettent de comprendre la santé et la maladie. C'est-à-dire qu'auparavant, on expliquait la santé physique à travers que les facteurs biologiques. C'était ce qu'on appelle un peu le courant organiciste. Sinon, les phénomènes psychologiques, on les explique rien qu'avec des causes psychologiques et sociales. Mais la psychologie de la santé, elle a permis cette interaction entre les facteurs bio, psycho et sociaux. C'est-à-dire pour comprendre l'être humain, il ne faut pas le prendre d'un seul côté, mais il faut le prendre dans ces trois aspects, le biologique, le psychologique et le social. Alors, l'une de vos étudiantes est présente avec nous aujourd'hui, Houda Makhloufi. Alors, vous êtes psychologue clinicienne déjà, mais vous êtes actuellement en master de psychologie de la santé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de basculer vers ce master en particulier? D'accord. Donc, ce qui m'a donné envie, c'est les perspectives qui ouvrent cette spécialité. Dans l'approche de la psychologie clinique, on a presque une vision plus ou moins cernée par rapport à l'étiologie des maladies. Par rapport aux psychologies de la santé, donc on a une vision plus large, on a plusieurs facteurs, donc on n'est plus dans l'approche linéaire, mais dans l'approche multifactoriale. Donc, la maladie ou les troubles psychologiques ou l'état de l'être humain, ce n'est plus à cause d'un facteur, mais de plusieurs facteurs. Parmi eux, ce qu'a dit Madame Zined, c'est les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques, sociologiques et même neuro-immunitaires. Vous vous retrouverez où par la suite? Vous évoluerez où professionnellement? Donc, c'est dans les domaines de santé. Donc, dans tous les domaines, on peut travailler dans tous les domaines, mais allez-y, je vous ai dit, vous pouvez parler dans toutes les langues. C'est pas grave, j'ai l'habitude de passer dans des émissions en arabe, donc la fluidité en arabe, elle est plus qu'en français. Mais on travaille dans tous les domaines presque, mais surtout dans les domaines de santé. Dans les domaines de santé. Quand vous dites domaine de santé, c'est-à-dire dans les centres de santé? Les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé, les centres de santé, on trouve les maladies organiques, les maladies psychosomatiques et les troubles psychosomatiques. Et aussi, ce qui est bien dans cette spécialité et ce qui m'a donné envie beaucoup plus, c'est qu'elle s'intéresse au bien-être. Ce n'est plus la guérison des maladies, mais c'est le bien-être. Notre but, c'est d'arriver, par rapport à nos malades, de les aider à arriver au bien-être. Voilà. Les aider à arriver à un niveau de bien-être? Ça veut dire que la psychologie de la santé ne s'intéresse pas qu'aux troubles. Oui. D'ailleurs, les psychologues de la santé, ils travaillent aussi dans le domaine de la prévention. C'est-à-dire qu'on prend en charge l'individu dans sa totalité. Quand il est malade, c'est-à-dire quand il est sain, quand il est bonne santé, on va préserver sa santé physique et psychologique. Et quand il est malade, on le prend en charge pour une meilleure adaptation à la maladie. Quand c'est des maladies chroniques, c'est des maladies lourdes, par exemple dans les maladies cancéreuses, dans les maladies, les insuffisances rénales, la dialyse, là où la médecine, peut-être, c'est-à-dire on essaye, d'ailleurs, on est toujours dans l'incertitude en médecine, que le psychologue, il est là pour travailler en collaboration avec le médecin pour apporter une meilleure qualité de vie à ces malades. Et quand ils sont en bonne santé, pourquoi pas les aider pour préserver, par exemple, les comportements de santé, par exemple, éviter le tabagisme, l'alcoolisme, il faut éviter la drogue, faire du sport, faire les bilans médicaux, c'est-à-dire
chaque 6 mois, donc tous ces comportements de santé nous permettent de préserver notre santé organique et psychologique. Quelles sont vos attentes suite à l'organisation de ce congrès international à l'université de Bouzréa? Nos attentes sont grandioses. Oui. J'espère beaucoup, j'espère que je ne serai pas déçue. D'abord, c'est cette interaction. D'ailleurs, il n'y a pas que les psychologues et les spécialistes en psychologie, mais aussi des médecins, Oui. des médecins psychiatres, des oncologues, des néphrologues, des endocrinologues. C'est-à-dire cette collaboration, parce qu'on a toujours travaillé en dichotomie, le médecin dans un coin, le psychologue dans un coin. Maintenant, moi, ce que je veux à travers cette spécialité, parce qu'on est là pour le bien-être, pour la qualité de vie de l'individu et de la société algérienne, pourquoi pas ne pas travailler en collaboration pour émerger ce travail d'intégralité pour arriver à une meilleure qualité de vie de l'individu. À qui est destiné ce congrès international? Il est destiné pour les enseignants, pour les chercheurs, les psychologues, les médecins, tous les spécialistes, disons tous les professionnels de la santé. C'est cela. Voilà. C'est-à-dire que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ont un lien direct ou indirect avec le domaine de la santé, sont invités à... Voilà. Et à ce moment-là, ça se passe comment? Ça, c'est des infos pratiques. Hein. Oui. Comment faire pour s'inscrire C'est-à-dire, bon, moi j'ai lancé que Dawa Amma, c'est-à-dire l'invitation, elle est générale, qu'il vient surtout à l'ouverture du congrès. Il se présente directement? Et se présente sans souci. Voilà, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Ils peuvent se présenter, il n'y a aucun souci. Mardi, mercredi prochain, à l'université de Bouzréa, cette première édition du congrès international sur la psychologie. De la santé. De la santé, voilà. Et d'ailleurs, la thématique, c'est les nouvelles applications de la psychologie de la santé pour la promotion de la santé de l'individu et de la société. Vous avez parlé tout à l'heure d'espérer ne pas être déçu par le niveau des interventions ou par la présence en masse des spécialistes de la santé? Le tout, monsieur. Le tout. Le tout. C'est-à-dire, j'aimerais bien... C'est deux ingrédients du succès d'un congrès, en réalité. C'est très important parce que c'est l'image de l'Algérie. Moi, je tiens à cette image de l'Algérie avec les invités, les étrangers. Donc, je tiens que l'université algérienne, c'est notre image. Madame, vous ferez partie du comité d'organisation ou vous serez dans le public? La comité d'organisation. D'accord. Voilà. Vous serez sur le terrain. Inch'Allah. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous. En espérant que ça cartonne, vous avez dit, spécialistes de la santé, les médecins, les psychologues, oui, mais aussi les étudiants. Bien sûr, les étudiants, il y aura les journalistes. On a essayé de convoquer on a lancé cet appel pour que autant il y a du monde, autant c'est réussi, il me semble. Exact. Parce que la santé, c'est l'affaire de nous tous. Merci on veut bien une société algérienne saine. Merci professeur. Professeur Dalila Zennad, rappelons que vous êtes professeur en psychologie à l'université de Bouzréa. Puis Makhloufi Houda, vous êtes psychologue clinicienne. Vous êtes également en master de psychologie de la santé. C'est un master en 2 années? Oui. En 2 années. Oui. Et vous êtes en quelle année? Première année. Bon, vous avez encore du temps devant. Excellent congrès, en espérant vous revoir bientôt. En tout cas, sachez que nous déplacerons mardi et mercredi prochain. Nous suivrons avec vous ces superbes rencontres en espérant qu'il y ait un maximum de monde dans le public, mais également de très belles interventions. Et quant à nous, cap sur cette rencontre, une rencontre sur la prise en charge des inadaptés mentaux, la déficience. On en parle ce matin avec Yazid Ait Mahiddin. On se retrouve juste après. Une grosse pointure dans le domaine de la prise en charge des inadaptés mentaux, Alexandre Orac de l'AM 54 de Nancy a rappelé dans son discours la grande aventure humaine de la réussite de la personne en situation de handicap sur le plan de l'accessibilité et l'aide au travail. La question de la déficience intellectuelle et la question de l'accompagnement d'un projet de vie, c'est en perpétuelle mouvance. Et nous accompagnons là différents aspects de nos problématiques. Nous accompagnons une personne dans un établissement, mais c'est également une structure qui est collective. De quelle manière accompagner tout cela? Et puis, il y a l'établissement dans son environnement, c'est-à-dire la question de la participation de la personne accompagnée en situation de handicap dans son environnement, sur son territoire, avec l'ensemble des acteurs.
c'est quelque part la question du défi de l'accessibilité qui est posée. Nous en avons parlé sous toutes ses formes, l'accessibilité à la formation, à l'éducation, à l'école, au transport. L'avantage de cette proximité avec une association type AUM 54, dans laquelle je suis acteur, et je suis d'origine algérienne, c'est très important, c'est de transférer les différentes compétences pour tout ce qui est ESAT, CAT, donc c'est des établissements où on retrouve de l'activité économique par l'inclusion de la personne handicapée, déficiente. En Algérie, on n'a pas encore des ESAT de cette grandeur, je dirais comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le ZAT, CAT, AUM 54, il travaille pour des grosses compagnies, comme Mercedes, comme Volkswagen, etc., par des prestations, par des faisceaux électriques. Pour le véhicule Peugeot 2008, eh ben, c'est fabriqué dans les ESAT AUM 54. Son expression de ses motivations, ne peuvent pas non plus. Ici, à Ain Benyen, les associations Ibtissama et El Moustaqbel ont également présenté leur expérience en matière de lancement des premiers établissements dédiés à l'emploi des personnes handicapées. Un enfant autiste, on ne peut pas le scolariser. Il faut le préparer d'abord pour le scolariser. Voilà. Alors, les préoccupations au niveau de l'association. Maintenant, l'enfant, d'accord, quand il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il est facile, sa prise en charge elle est facile, mais après, le CPP, cet enfant-là, il va où? Alors, dans ce cadre, on a fait un partenariat avec l'association Ibtissama, maintenant ça fait 2 ans. Tandis que l'association ils ont réalisé déjà un CAT, ils ont fait une ferme pédagogique. Alors, on travaille en collaboration. Donc, des centres d'aide par le travail. Une expérience qu'on vient de lancer au niveau de Ibtissama Beni Wartilen, en tenant compte de tous les aspects de la question. Et en premier lieu, l'environnement. Étant donné que la région de Beni Wartilen est fondamentalement agricole, donc on s'est lancé dans la cuniculture, donc l'élevage du lapin. Lequel élevage, actuellement, c'est les handicapés, c'est les déficients intellectuels qui s'en occupent dans toutes les phases de l'élevage, proprement dit. Et on est arrivé même au stade de la commercialisation. Pour ce qui est de cette journée, je trouve qu'elle a été vraiment très très bénéfique pour notre association parce que nous, ça fait 2 ans qu'on a commencé à nous intéresser à la création d'un CAT à Constantine. C'était grâce à une subvention qui nous a été allouée par l'Union européenne. Et maintenant, nous prenons en charge 40 jeunes déficients mentaux. Synergie est le maître mot qui doit prévaloir entre les associations algériennes et celles de la Lorraine, afin de permettre à la personne aux besoins spécifiques de construire son projet, celui de toute une vie. Opération qui touche. On va en parler sans plus tarder. Et ce matin, comme annoncé, d'abord le reportage était signé Yazid Eit Mahidine. Et comme annoncé ce matin, on va parler d'une 2e édition, celle d'un événement, le Challenge Beach Clean. Pour en parler avec nous, plusieurs invités. D'abord, monsieur Mourad Chamati, bienvenue à vous. Alors vous êtes président de l'association Béjaïa Littoral, accompagné aujourd'hui de madame Dalila Bouktit, bonjour. Bonjour. Vice-présidente de l'association Béjaïa Littoral, et monsieur Zahar Bezigouch. Ah, je ne me suis pas trompé, ça va aller. Sans faute. Vice-président chargé de la communication à l'international. Béjaïa Littoral toujours. Exact. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Vous venez tôt pour parler d'une opération qui va se dérouler au mois de juin prochain. Alors d'abord, Béjaïa Littoral, qui peut en parler en quelques mots? Moi. Oh. Allons, on y va. Voilà. Béjaïa Littoral est une association wilayale qui a été créée il y a 1 an de ça. Oui. On va fêter notre 1 année d'existence. D'accord. Nous avons 3 pôles. Un pôle scientifique, un pôle pédagogique et un pôle juridique. Voilà. Et le rôle de chaque pôle? Alors, on va commencer par le pôle juridique. Nous essayons d'éradiquer, c'est notre cheval de bataille, les constructions illicites sur le littoral de Béjaïa. Parce que ça pilule. Et à l'époque, c'était des cabanons. Maintenant, c'est des lotissements qu'on fait illicites. D'accord. Voilà. Alors, on essaie de
de mettre un peu d'ordre. Je vais remercier déjà la gendarmerie qui nous aide beaucoup. La gendarmerie de Béjaïa a décidé de faire une tolérance zéro. On les a appelés 2 fois, ils sont venus et ils viendront encore. Voilà. Alors la gendarmerie vraiment elle fait un très bon travail. C'est un phénomène qui touche quelle partie de la côte de Béjaïa? Ah, je me rappelle de vous. La côte ouest. C'était vous. D'accord. Exact. Dans une autre vie, j'étais à Béjaïa un jour et j'ai croisé monsieur et on avait parlé de cette même thématique. Exactement. Sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène qui se développe à Béjaïa, enfin qui prolifère à Béjaïa, qui se prolifère à Béjaïa, mais de quel côté à Béjaïa? Comme sur toute la côte d'ailleurs. Hein. Alors le problème de la côte, il y a la côte ouest, c'est des constructions illicites. Oui. La côte est, c'est des pollutions. Voilà. Alors on essaye d'inciter. Le seul endroit où il y a une station d'épuration très convenable, c'est Capritour. D'accord. Voilà. Le reste, aucune station d'épuration. Que ce soit sur la côte ouest. Tout est rejeté. Tout est rejeté à la mer. Maladroitement. Voilà. On a essayé de voir le Wali plusieurs fois et on a eu gain de cause. Il va y avoir une station d'épuration sur la côte ouest. D'accord. Voilà, sur ce côté-là. Parlons-en, les constructions illicites. Lors d'une discussion que nous avions eue il y a quelques mois de cela, vous m'aviez parlé d'un impact plus que désastreux, non pas que sur la côte, mais aussi du fait que vous combattiez ce phénomène et que ça touchait même quelquefois pratiquement à votre vie privée. C'est-à-dire que vous étiez quelquefois menacé. Oui, bien sûr. S'attaquer. Mais dites, hein, vous êtes sur une chaîne publique. Voilà, j'ai pas peur. Sinon, on n'aurait pas créé cette association. C'est cela. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut dire basta. Ouais. C'est trop. Des lotissements, c'est un squat avéré. Ils ne nous laissent même pas, je veux dire, il y a les criques. Là, ils bloquent les accès. Dans maximum, à ce rythme, 2-3 ans, on ne pouvait plus aller à la plage. Tout est privé, tout est, voilà, les portails, je veux dire, sur les routes. Et tout cela est illicite? Illicite. Ouais. Parce qu'il y a 3 types d'illicites. Il y a un bonhomme qui squatte, il construit illicitement, en plus sur la bande du DPM. Voilà. C'est ça le problème. Sur la bande le DPM, c'est le domaine maritime, le domaine public maritime. Voilà, ça appartient à l'État. C'est cela. Et à la bande de littoral. Il y en a des organismes qui font leur travail, mais malheureusement, il y a un problème de suivi. Mais comment vous expliquez que ce soit la société civile qui dénonce et non pas l'autorité publique qui est elle-même propriétaire de ces espaces? Vous avez dit l'État. La société civile, généralement, elle est précurseur. Je veux dire, dans toutes les sociétés civilisées, on essaie, l'administration, je veux dire, les fonctionnaires, après 4 heures, c'est bon. Vous avez peur pour vous des fois? Non, pas du tout. Non, pas du tout? Ah, pas du tout. Mais on vous menace souvent. Non, on ne menace pas directement. C'est ce qu'on vous dit? Non. J'en ris aujourd'hui, voilà, mais j'imagine que ça doit être moins drôle dans la vie. On nous dénigre un peu sur le Facebook. Oui. Nous avons été en justice, certains. Oui. Parce qu'il faut savoir parler quand même, il faut savoir critiquer. On accepte la critique, mais il y a quand même une limite. C'est-à-dire que vous défendez les droits du peuple aussi, parce que même si ça appartient à l'État, c'est pour que le peuple en profite. Voilà, on profite. C'est pour que monsieur et madame tout le monde en profitent. Et même si vous faites cela, c'est-à-dire qu'on vous attaque aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, on nous traite de squatteurs, on nous traite de squatteurs. Voilà, vous roulez pour XY. On essaie toujours de nous coller des étiquettes. Mais ça veut dire, nous, c'est un bon signe, hein, si qu'on dérange. C'est ça. Si on dérange, c'est qu'on est sur la bonne voie. Parce que si on n'est pas critiqué, si on n'est pas critiqué, c'est que personne ne nous entend, c'est que franchement, il n'y a pas d'écho. Là, c'est vraiment, il y a l'écho. Oui. Franchement, voilà. Madame, si elle peut. Allez-y, c'est une discussion ouverte. C'est notre juriste. Alors, d'accord, c'est très bien. Vice-présidente et en plus juriste de formation. Donc, je voudrais enchaîner à ce que M. Chabati a dit, en disant que nous sommes une association qui ne reçoit aucune subvention de l'État. C'est-à-dire que nous sommes indépendants et autonomes. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de faire nos projets en partenariat avec des sponsors, des partenaires économiques, des partenaires industriels, pour ne pas avoir une ligne d'orientation, pour ne pas avoir justement ce genre de menace de laisser tomber justement nos objectifs. Donc moi, j'aurais aimé parler sur l'opération Apprendre à nager. Ouais, mais ça, on y revient dans quelques instants parce que vous développez quand même une thématique et une question qui touche toutes les villes côtières et l'ensemble de la population.
Justement, c'est-à-dire c'est un projet sur lequel on travaille actuellement, c'est que Béjaïa littoral devienne Algérie littoral. C'est-à-dire, on est en train de toucher toutes les wilayas côtières, donc pour qu'on puisse avoir un travail de coordination, pour que ces actions se généralisent sur toutes les côtes qui ont, et j'en suis certaine que toutes les côtes en ont ce genre de problème. Quel impact d'avoir un vice-président mais chargé de la communication à l'international? C'est un peu votre rôle. Hein. Oui. Ouais. Juste, je vais parler... Quel objectif derrière, en réalité? Oui, non. C'est que lui il a un avantage qu'on n'a pas. Lui, c'est un binational. D'accord. OK. Ce qui fait de lui, il a l'aisance de se déplacer en Europe. C'est ça. Alors, nous sommes partenaires avec l'organisme... Vous pouvez parler en même temps. Oui, partenaire de le MEDPAN. Pour la protection, la gestion des aires marines protégées. Parce que ce qu'on voudrait faire déjà, quand on parle du littoral, il y a la protection et la sauvegarde. Voilà. On est en train de jouer le rôle de l'État. Quand on sait que la mairie de Béjaïa a 420 arrêtés, elle n'en a appliqué aucun et elle va n'en appliquer aucun. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a cette problématique de s'envoyer la patate chaude à tout le monde. On avait un wali qui avait l'intention de faire une politique de démolition à l'instar même que celle de Mostagadem. Il est parti, il est devenu ministre. Tant mieux pour lui et tant pis pour nous. Alors, tant pis, pas forcément, parce qu'il va y avoir une relève juste après. Il va y avoir une relève, mais ça va qu'on appelle. Une nouvelle nomination on va qui perdre, va peut-être se poursuivre sur le on même va perdre un peu de temps. Bon, sur les élus. On va faire tout le travail avec les élus, nous n'y comptons pas trop, vous voyez. Nous n'y comptons pas trop parce qu'il y en a qui sont à peine arrivés, qui sont déjà fatigués. Et ça promet pour l'avenir. Et le problème de notre littoral, c'est devenu un bidonville. Et on veut appeler les investisseurs. On veut appeler les investisseurs à venir. Trouvez-moi un fou qui va venir jeter son argent dans un bidonville. Personne. Alors, et on fait des réunions. Il y a la POI qui a préparé des assises sur le tourisme. Mais je leur dis, arrêtez de tourner en rond. Arrêtez. Il faut d'abord assainir. Voilà. Et pour protéger, le littoral doit garder son aspect naturel. Il faut faire des zones non constructibles. D'accord. Autrement, ça va être la Bérésina, ça commence déjà. Quand je vous dis, c'est des lotissements qui se font illicitement. Vous parlez de quelle région? La côte ouest. Béjaïa, la côte ouest de Béjaïa. Laquelle? De Béjaïa jusqu'à Bidixila. D'accord. Voilà. Vous parlez de... Voilà. C'est des dizaines et des dizaines de kilomètres. Lotissements. C'est des lotissements qui se font illicitement et tout va à la mer. Hein. Tout va à la mer. Les directions, il y a beaucoup de directions qui sont obsolètes. Il y a des organisations, c'est des coquilles vides. Alors nous, on essaye de rattraper un petit peu, mais ce qu'il faut savoir, c'est dans la protection du littoral, c'est le courage politique que les élus n'ont pas. Voilà. Et qu'ils devraient avoir. Et qu'ils devraient avoir. Vous dites ils n'ont pas, vous êtes catégorique, moi j'en suis sûr que parmi les élus, il doit y en avoir beaucoup. Mais il faudrait qu'ils se manifestent. C'est ça. Après chacun son dossier en réalité. Il jouer le jeu parce que, vous voyez, disons, le mal, tout le monde le sait et situe le mal. Tout le monde touche du doigt le mal. Mais pour disons, éradiquer ce mal, il faut quand même, il faut oser. Mais est-ce qu'il y a un texte, est-ce qu'il y a un terrain réglementaire et qui permet aujourd'hui d'agir et de lutter contre ces constructions illicites? La 0202. Oui, la 0202. Oui. Les textes de loi ne manquent pas. Nous avons un arsenal de loi comme dans tous les domaines. C'est ça. On est là. Bon, quelquefois, il y a un vide juridique qui permet à certains de développer mais là, dans ce cas, non. Mais là, dans ce cas, non. C'est clair. Voilà, vous m'excusez, c'est pas le vide, c'est la lenteur. Je vais vous dire, la loi maintenant... Non, j'ai parlé d'autres domaines. J'ai dit quelquefois, il y a un vide juridique dans certains domaines qui permettent de... Oui, il profite de la lacune. L'Algérie a ratifié toutes les lois. Il y a un squatteur, juste pour en citer un squatteur, sans citer son nom. Je veux dire, dès qu'il a commencé à terrasser... Un squatteur, ça veut dire que c'est un grand squatteur, c'est ce cas? Non, un squatteur, même un petit. Un petit, mais peut-être il va devenir grand, parce qu'on l'a laissé. Il doit être puissant, ce petit. Voilà, je continue. Un petit, il a commencé à terrasser, et on a saisi le procureur. Oui. Pour le juridique, on a saisi un procureur. Oui. On a une quarantaine de personnes.
Voilà, pour rester en justice. Parce que c'est dans nos statuts et la loi nous permet de nous porter au partie civil. Malheureusement, depuis juin 2017, on est avril 2018, elle est toujours en instruction. D'accord. Voilà, le monsieur, il a sa deuxième dalle. Ah ouais. Bien sûr. De quel côté à Béjaïa Comment? De quel côté à Béjaïa? Tasbouch. Tasbouch, c'est où Tasbouch? Tasbouch, c'est avant Bolimat. Et le maire peut régler ça en 24 heures. Voilà. En 24 heures, il peut le régler. Voilà. En envoyant un poquelin? En envoyant un poquelin, Voilà. qu'on appelle faire une démolition normale. Voilà. J'aurais dû vous porter candidat aux élections. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que vous agissez en tant que société civile. Aujourd'hui, il y a aussi la possibilité d'agir avec un rôle d'élu qui vous permettrait d'agir. En tout cas, c'est très bien que vous en parliez avec autant de passion, oui. Ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur. De passion et surtout de liberté, parce qu'il est important aussi aujourd'hui de délier les langues. Maintenant, sur l'opération en question. Il y a l'opération de lutte contre les constructions illicites, on l'aura compris, avec la complicité de certains, on aura compris aussi que quelquefois... des autres. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, monsieur. Nous avons des investisseurs, nous avons un groupe qui met à disposition pour la ville de Béjaïa une station d'épuration. Contre quoi? High-tech. High-tech. Contre quoi? Je vais finir. Ouais, je vais finir. Et qui couvre tous les oueds de Béjaïa, surtout le oued Srel, sur 5 km, et qui est en train de faire un grand pôle touristique. Vous savez, quand on investit dans le tourisme, le tourisme, c'est pas simplement l'infrastructure, c'est tout ce qui va avec. Alors, vous faites un Sheraton à Béjaïa, il sera vide. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a rien du tout. C'est des bidonvilles. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, dans cette politique d'assainissement, ce groupe, je ne veux pas dire son nom pour ne pas faire de pub, mais croyez-moi, c'est vital pour Béjaïa d'avoir un groupe de cette façon. Elle était facile à passer, celle-là. Non, mais juste pour savoir, mais c'est quoi la contrepartie? La contrepartie, c'est d'avoir une ville propre. D'accord. Pour que les gens viennent dans son pôle. Mais rassurez-moi, vous n'êtes pas des Robins des Bois qui voulaient juste lutter contre les constructions illicites. Personne n'ira contre vous, et je pense qu'il n'y a que les fous qui diront que vous êtes que vous faites les choses n'importe comment et que vous n'avez pas de valeur ou autre. Mais lutter contre les constructions illicites, j'espère que vous avez pensé aussi au développement touristique, d'installer des complexes, de permettre l'investissement dans le domaine du tourisme. C'est ce qui manque aujourd'hui. Voilà, et c'est ce vide qui permet aujourd'hui à certains de construire leurs baraques qui deviennent quelquefois des hôtels. Voilà, nous sommes en train d'accompagner certains. Ouais. Il y en a des investisseurs qui nous ont sollicités. Ouais. Pour les accompagner. Nous ne sommes pas une mais vous êtes de bons éclaireurs, on va dire. Exactement. Ouais. Déjà aujourd'hui, normalement, j'ai décliné, mais ça sera pour demain. Il y a un investisseur qui veut sur la côte ouest. Ouais. Et il voulait prendre notre avis et tout, en discuter de la faisabilité de la chose. Là, on va l'accompagner jusqu'au bout. Ouais. Ouais, et il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par les autorités? C'est permis ou pas? Comment ça? Pour ces investisseurs, quand ils trouvent le bon coin, le bon lieu, est-ce qu'il est possible d'investir aujourd'hui sur la côte Bougiotte? C'est possible d'investir, bien sûr, tout à fait. C'est pas dramatique, il n'est jamais tard. Si on veut... Non, mais est-ce qu'il est permis aujourd'hui d'investir sur la côte? Oui. Il faut trouver la personne qui a le courage d'investir à côté des bidonvilles. Voilà, la vraie question, elle est là. Alors, voilà pourquoi... C'est les visionnaires qui vont faire ça. Ils vont investir parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, les bidonvilles sont une politique d'assainissement de tout le littoral pour dégager des assiettes. Il y a sur le système Calperef, il y a des gens qui ont des projets. Bon, ça a été annulé parce que les assiettes ont été proposées à la va-vite. Quand j'ai entendu le président d'APWI qui disait comme quoi il y avait une dame qui travaillait à la poste et qui a eu une assiette pour pouvoir faire de la thalasso. Ça peut exister. Ça peut exister. Je peux être fonctionnaire et être riche par un héritage. Je suis d'accord. Mais cette thalasso dans je dirais... 12 thalasso. 12 centres de thalassothérapie sur toute la côte. Sur la côte est. Sur la côte est. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup? Ouais, un peu. Ah ouais. C'est un peu... Il y a Anguille sur roche. Alors l'opération dont on va parler ce matin, c'est la deuxième édition du Challenge Beach Clean. Ça va se dérouler juste après l'Aïd.
Vous n'avez pas de date précise, c'est à partir du 20, on va dire, 20 juin. Voilà, exactement. Alors moi, la question que je me pose sur une opération comme celle-ci que vous allez expliquer dans quelques instants, c'est est-ce que ce ne sera pas si tard que cela, en fin de compte? Le 20 juin, la saison est lancée. Dans les pays qui se respectent, début juin, on est déjà en saison... mais ils vont la faire. Nous, Beach Clean, au fond, Beach Clean, c'est pas le nettoyage en soi. Oui. C'est le message qu'on veut passer. Oui. Parce qu'on le fait avec des associations. Oui. Je veux dire, on est entouré des associations de chaque, comment dirais-je, de chaque ville côtière, de chaque commune du littoral. Et on essaye d'inculquer aux jeunes la culture de ramassage. C'est l'éveil des consciences. Donc c'est pas l'opération de nettoyage en réalité, c'est plutôt elle s'appelle, mais au fond, c'est plus de la com sur l'environnement. Et voilà, c'est ça parce qu'on n'est pas le nettoyage des plages incombe aux élus de chaque commune. De chaque commune. On ne va pas faire leur travail. Ils ont un budget pour ça. Nous ne sommes pas une société de nettoyage. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut faire un geste, lancer un appel, faire de l'éveil, mais on ne va pas... C'est beaucoup plus une campagne de sensibilisation que le nettoyage en soi. C'est-à-dire pour inciter les jeunes à prendre conscience qu'ils sont des pollueurs, qu'ils doivent faire attention à leur environnement. En plus, si on veut faire du tourisme, je pense qu'il y va de soi. Il faut déjà, la première base, c'est l'hygiène. Ouais, c'est pas avec des plages de sacs poubelles que l'on va faire du tourisme. C'est ça. Même quand on reçoit des étrangers, on est gêné, on n'a pas où les prendre parce qu'on sait pertinemment qu'on serait gêné par rapport aux remarques qu'ils vont faire. Ouais. Donc c'est pour ça que nous, on essaie déjà d'assainir, donc d'abord l'assainissement, mettre fin aux constructions illicites. Ouais. C'est de cette manière qu'on pourrait justement promouvoir le tourisme dans la région. Nous avons une très belle région, je ne parle pas uniquement de Béjaïa, toute l'Algérie, on a de très belles côtes et on pourrait, le tourisme pourrait rapporter beaucoup pour le pays. C'est comme, le pays voisin. Maroc, ouais. Voilà, donc si on veut promouvoir le tourisme, il faut d'abord commencer par ça. C'est la base. Voilà. Et cette base-là, elle se porte comment, les côtes, la côte en général à Béjaïa? Ouais. Si la question n'est pas posée. Non, il faut poser les bonnes questions. Il faut poser les questions clairement. C'est même si pas une question de bonne question. C'est vrai. Des fois, comme disait mon collègue, des fois il faut une thérapie de choc. Oui. Voilà. Des fois, il faut l'armer. La 8e BD. Oui. Voilà. Ok. C'était bien l'armée, mais après j'ai pas compris la suite, mais c'est pas grave. Non mais j'ai compris. Hein. Vous avez un petit accent du sud de la France. Tout à fait. Vous êtes d'où? Je suis à côté de la Ciotat. D'accord. Ah ouais, ça doit être les mêmes décors, mais avec un autre niveau de propreté. Ouais. Mais c'est de belles côtes, hein, que ce soit de ce côté ou de l'autre. Les deux pour peu qu'on les protège. Alors du coup, cette opération, elle comporte plusieurs volets. Bon, il y a le nettoyage des plages. Vous inculquez les gestes, vous expliquez, vous faites de l'initiation et de la prévention. On choisit un point de chute, un QG. Et cette année, ça va être Maza. Juin, vous voyez, parce que nous on n'a pas de subvention dans ce cas-là. Je veux dire, c'est après bien sûr concertation entre les membres du bureau et on étudie les propositions et on choisit, on essaye au centre-ville pour pouvoir réunir un maximum de gens, toucher un maximum. Ouais. Voilà. Contre la pollution des sacs en plastique, Béjaïa dit non au sac plastique, 0 sac plastique pour moi, j'utilise mon couffin. C'est bien ça. Voilà. Ça me rappelle l'opération qui avait été lancée par un grand hypermarché en Algérie, mais ils avaient oublié juste d'avertir qu'il fallait acheter le sac qui était recyclé. Et je veux dire, quand tu fais de l'info et de la prévention, tu l'as fait complètement ou pas la peine. Alors du coup, on parle avec vous de l'un des volets de cette opération-là, c'est opération j'apprends à nager. Oui. Donc je dois dire quand même, on a une année d'existence, le bilan est très positif, donc on a travaillé sur plusieurs volets. Donc le Beach Clean, comme on l'a dit, c'est une opération de sensibilisation. On a fait aussi, c'est une opération beaucoup plus humanitaire. Donc j'apprends à nager, c'est une opération que nous avons effectuée l'année dernière en juillet. Oui. Donc la particularité, c'est qu'on a ramené des enfants entre 6 et 12 ans de villages reculés, c'est-à-dire c'est des enfants c'est vrai, il y a des enfants qui n'ont jamais vu la mer. C'est ça. Et le plaisir de les voir comme ça, apprécier, être émerveillés,
voir un enfant qui dit ah la mer elle est belle, elle est vaste, c'est très touchant. On a eu vraiment la chair de poule de voir ces enfants qui sont là. Ils ont comme eu droit à pratiquement une semaine de vacances. C'est pour ça qu'on insiste sur les partenaires économiques. On n'a pas de subvention, donc on avait un partenaire qui avait pris en charge leur déplacement, leur hébergement, leur restauration. On le remercie justement. Et il vous accompagnera cette année aussi? Oui. Oui, c'est ça. Justement, donc cette année, on compte toucher encore plus d'enfants. Comme on a vu l'engouement, on a vu aussi l'impact positif que cette opération a eu sur les enfants et sur les citoyens en général, parce que quand même c'est très appréciable de faire une action pour les enfants, des enfants démunis. Des enfants, c'est ça, parce que ramener des enfants qui sont déjà partis à la plage ou bien des enfants qui ont les moyens d'y aller, ça ne sert à rien. Mais ramener comme ça des enfants qui voient ça pour la première fois, je vous assure qu'il faut y être pour avoir l'émotion. C'est ça. Alors, opération J'apprends à nager, donc elle concerne les enfants qui n'ont jamais vu la mer, le plus souvent des enfants issus de familles modestes. Familles modestes. Alors, il y a l'autre opération, c'est opération Couffin. Elle concerne qui, quoi, comment? Alors, l'opération Couffin... C'est ce qu'on a vu? Oui, tout à fait. D'accord. Ça va se faire avec les supérettes de la wilaya de Béjaïa. Et ça va inciter les gens à acheter, à avoir un Couffin. Alors, avec les commerçants, ça va leur faire de la pub, mais ils vont signer une charte. Une charte que dans leur établissement, ils utiliseront que des sacs biodégradables et recyclables. Et qui va supporter le coût? C'est le commerçant. Ah ouais. Voilà. Et au-delà d'un montant dérisoire, on vous offre un Couffin. D'accord. C'est aussi une manière d'encourager l'artisanat parce que on a un lien quand même particulier avec le Couffin, c'est le patrimoine algérien, le travail artisanal manuel qui doit être mis en valeur parce que sincèrement c'est en voie de disparition. Si ces artisans-là, on ne les encourage pas avec de telles opérations pour promouvoir et pour vendre leurs objets, donc je pense qu'ils vont changer d'activité carrément. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Béjaïa durant les 10, 15, voire 20 dernières années? C'était la ville des motos et non pas des voitures. C'était la ville, l'une des côtes les plus propres d'Algérie. C'était la ville des Couffins. Oui. Et là, qu'est-ce qui... Voilà, il y a une métamorphose. C'est quoi cette mutation? Non mais c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'y ai vécu à Béjaïa, vous savez, j'ai eu la chance de vivre à la Cité Tobad pendant une année, en 95-96. Autant vous dire que c'était chaud du côté du centre. Par contre, à Béjaïa, c'était Beverly Hills. Mais je garde l'image et le souvenir d'une ville extrêmement propre, extrêmement chaleureuse, extrêmement accueillante, hyper sécurisée, avec des plages magnifiques, avec... C'est ce qu'on regrette et on fait tout pour que ça redevienne. Ouais. Parce que c'est la place qu'elle méritait, Bougie. Bougie, c'est la civilisation, c'est la ville millénaire, c'est l'antique Sardaï, et elle ne mérite pas ça, franchement. Il faut qu'on fasse tout pour redorer le blason de Béjaïa. J'espère que vous reviendrez avant le 20 juin prochain. Vous repartez quand en France? Je repars pas encore. Ah, vous avez pris votre retraite? Non. Vous faites quoi dans la vie? Je finis ma mission et je repartirai. Et vous faites quoi dans la vie, juste pour savoir? Je suis dans le bâtiment. D'accord. Ah oui, en même temps. Bonne chance, hein. Ouais. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas un pollueur, vous aussi, mais... Non, on ne pollue pas, nous. Ah oui? Non. Ils construisent selon les normes. On construit selon les normes. Il y a des récifs artificiels. C'est ça. Parce que nous sommes là, je veux dire, les constructions illicites et tout, c'est un volet. Oui. Mais un volet, je veux dire, on touche à la pêche, au poisson, tout. Et on propose des solutions. Vous savez, toutes les bâtisses que nous voulons casser sur le littoral vont servir de récif pour les poissons. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, ça va être des habitats. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on jette tout dans l'eau? On fera des zones... pour recréer des... Exact. Voilà. D'accord. Merci à vous. Bonne chance. Merci à vous de nous avoir reçus. Bonne lutte surtout. Il faut Ah ouais, non, mais je vous le dis. Voilà, exactement. Nous le temps, mais on a besoin de votre soutien aussi. Vous êtes passé sur une chaîne publique, vous avez dit tout sans filtre. J'imagine que c'était le but aussi. Exact. Et je vous remercie d'avoir été là en espérant. Et quand on reviendra, on aura
Algérie littorale. Bah, très bien. Quand vous reviendrez, j'espère être là. Alors du coup, ce qui est sûr, c'est que, en espérant que le message soit passé, c'est les autorités locales à Béjaïa et chez les élus aussi, il faut peut-être s'activer parce qu'ils ne vont pas agir que contre leurs amis quelquefois, mais aussi pour l'intérêt de leurs enfants, de leurs cousins, et de tous ces gens pour lesquels qui ont voté pour eux, et ça c'est important. Merci encore. Bravo pour votre combat, bonne chance pour la suite. Alors, on rappelle qu'avec nous ce matin, c'était Zahar Bezegrouch, c'est ça? Alors là, vous avez fait faux. Bezegrouch. Tout à l'heure, vous avez fait juste, là, vous avez fait faux. Zahar Bezegouch. Zahar, d'accord. Zahar Bezegouch. Très bien. Vice-président de l'association, chargé de la communication à l'international, chargé de la communication et l'international de l'association Béjaïa Littoral, Morad Chamati, président de l'association Béjaïa Littoral, Dalila Bouktit, vice-présidente de l'association Béjaïa Littoral. Bonne chance pour la suite. Il y a une page internet, j'imagine, une page Facebook, oui, Béjaïa Littoral tout court. Et ben tout voilà. Et nous, on vous suivra en espérant que vous serez de retour avant le 20 juin prochain. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec plusieurs invités. Myriam Moussaïd, elle, c'est l'enfant de la boîte, mais elle ne sera pas seule, elle sera avec Amina Benhamou, voilà, et experte internationale en énergie renouvelable. Retour sur un congrès qui s'est déroulé au CIC. Allons-y. Alors c'est parti, c'était Boalem Chaker. On revient pour parler après la prévention et la lutte contre la pollution sur le littoral. Place à présent aux énergies renouvelables. Ça tombe très bien ce matin, c'est Myriam Moussaïd qui nous en parle. Bonjour. Bonjour Mohamed. Accompagnée de Amina Benhamou. Bonjour madame. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. On revient sur un congrès qui s'est déroulé au CIC, un congrès sur les énergies renouvelables. Mesdames, c'est à vous le débat. Donc bonjour Dr Amina Benhamou, donc vous êtes expert international en énergie renouvelable. Donc le premier congrès international sur les énergies renouvelables, la sécurité énergétique et alimentaire. Donc quelques mots juste sur cet événement et sur son importance. Premièrement, je remercie Canal Algérie pour l'intérêt que prodigue sur ce sujet des énergies renouvelables qui est vraiment d'actualité.
Et justement, il y a plein de congrès, plein de colloques, plein de séminaires ces jours-ci. C'est-à-dire, c'est la sonnette d'alarme pour les énergies renouvelables qu'on devait le faire il y a longtemps. Bien sûr, il y a un programme qui a été tracé par l'État depuis l'an 2000, depuis 1999, il y avait une réglementation. L'an 2000, il y a eu la réglementation, bien sûr, pour l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et puis 2018, ça fait déjà donc 18 ans, là il y a la sonnette d'alarme, quoi. Donc vraiment, il y a le besoin. On fait un état des lieux et on se rend compte que qu'est-ce qui se passe en réalité sur le terrain? Justement, sur le terrain, il y a eu déjà des projets qui ont été réalisés. Il ne faut pas nier quand même que l'État a investi de l'argent pour développer ce créneau. Elle a tracé un bon programme, c'est-à-dire point de vue international. Moi, j'étais aux États-Unis, en Europe et tout ça. Je peux le comparer avec d'autres programmes pour d'autres pays. Je pense que le programme il est très ambitieux. Il ne faut pas oublier que notre pays est vraiment très large. Il y a une population quand même de 40 millions d'habitants, jusqu'à 44 millions d'habitants. Et puis, on a des reliefs, on a différents climats et tout ça. Il faut vraiment installer un programme sur mesure qui n'est pas évident sur ça. Donc, l'État a fait des programmes pour le Haut Commissariat au développement de la steppe pour les kits nomades, pour les nomades qui sont un peu installés partout, pour l'élevage des moutons et tout ça, qui ont leur vie spécifique. Donc, c'est le seul État au monde entier qui finance des kits nomades pour les particuliers. Ça, c'est bien, c'est un bon point. C'est-à-dire, il faut quand même signaler que... Qui est la population qui en profite? C'est les nomades. Les nomades qui sont dans les tentes et tout ça, voilà, qui sont à L'Arouad, qui sont à Djelfa, dans la région de la steppe. C'est le développement de la steppe. Ces nomades ont leur vie spécifique à eux. Donc ils arrivent à subvenir à leurs bien sûr, surtout. Exactement, parce qu'ils ont des tentes. Oui. Ils n'ont pas, c'est-à-dire l'énergie, ils n'ont pas un compteur spécial. Oui, donc, chaque fois, ils changent de lieu pour l'élevage des moutons et tout ça. Et nous aussi, on ne peut pas s'en passer de ces nomades-là. Exactement. Voilà, donc, surtout pas. Donc, l'État a quand même donné des kits nomades à payer avec de l'argent de l'État, donc à 100% subventionné, quoi. Il ne faut pas nier aussi que, c'est-à-dire l'intégration des énergies renouvelables en Algérie, ce n'est pas évident parce qu'on est un pays producteur de pétrole. Tout à fait, on est habitué, on s'est habitué à ça. C'est un challenge et il ne faut pas aussi oublier que jusqu'à 2018, il y a des zones qui ne sont pas alimentées en électricité. D'accord. Donc voilà. on a, comme on dit, on a de la chance dans notre malheur. On est en retard, mais ça reste bénéfique pour nous. Exactement. C'est-à-dire, le point qu'il faut signaler, c'est bien que l'État algérien, bien sûr, a une surface quand même assez grande. 85%, c'est du désert. 14%, c'est 4% déjà les hauts plateaux et 10% voilà, le nord carrément. Donc là, je pense qu'il faut quand même un programme, il faut une stratégie pour les zones qui sont isolées, pour pouvoir les alimenter en énergie électrique. Parce que l'énergie électrique, on ne peut pas s'en passer. C'est comme le pain, il faut le dire. Oui. Et c'est ça le problème, c'est que l'État algérien n'a pas donné un intérêt à l'énergie. Dans l'international, il y a des stratégies énergétiques qui se tracent avant. C'est-à-dire, est-ce qu'on a évalué le potentiel énergétique à consommer pour les 1 million d'habitations qu'on est en train de construire, pour toutes ces infrastructures, tous ces ateliers, tous ces chantiers qui sont en train de se lancer dans l'État algérien partout. Moi, j'ai visité le pays de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. On trouve vraiment que l'État algérien, c'est un chantier, c'est un atelier. Oui. Partout, il y a des infrastructures. Tout est en construction. Voilà, tout est en construction. Alors, toutes ces constructions-là, il faut évaluer leur potentiel énergétique. Il y a des zones qui sont très isolées des centrales thermiques. Donc, je pense, si vous voulez que j'ajoute encore des explications... Alors, avant qu'on va encore avancer dans le débat, on va regarder alors 2 interviews de chercheurs algériens qui nous donnent d'abord leur point de vue sur... Il y a quand même la sécurité alimentaire aussi qui rentre en jeu. Très bien, oui. C'est vrai que l'énergie a une grande part dans ce domaine-là, mais on va voir en fait leur avis. Et pour assurer la sécurité alimentaire, voilà, c'est à travers l'énergie. Tout à fait. On ne peut pas développer de l'agriculture sans l'énergie. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir. On regarde et on revient. Ok, ça marche. C'est parti, camarades. International sur les énergies renouvelables, la sécurité énergétique et alimentaire a été organisé par le CIC. Un événement où tous les débats tournaient autour de ces préoccupations nationales. Au niveau de 2030, est-ce que comment on fera, comment
Et il y a des produits pour lesquels nous sommes toujours importateurs, mais il y a beaucoup de produits qu'on deviendra exportateurs, soit en produits naturels, soit en produits traités dans les systèmes agro-industriels. Et l'essentiel, c'est que tout ce qu'on peut exporter doit compenser au moins ce qu'on va importer. C'est-à-dire pour avoir une balance d'équilibre favorable au pays. Donc, apparemment, le seul produit qu'on ne pourra pas tellement satisfaire, c'est peut-être les blés tendres. Malgré une réduction, une tentative de réduction de la consommation de céréales farineuses. Il faut défendre aussi cette agriculture. L'agriculture, moi je fournis l'agriculture, mais comment je la traite? Il faut la stocker. On parle de stockage. Le stockage, l'Algérie n'a pas de stock de sécurité. Le stock de sécurité qui va falloir une année, au moins une année de consommation du pays, le stockage pour l'équivalent des semences et stockage pour les produits en réfrigéré, tels que les pommes de terre, tels que les oranges, etc. Stocké sous forme de conserve, produits conservés, c'est-à-dire développer l'agro-industrie en même temps. Et les experts sont unanimes. L'énergie solaire est la solution pour la sécurité énergétique dans le futur. C'est une excellente occasion, une excellente opportunité que de réunir autant d'experts dans un cadre comme celui-là pour parler de ce qui nous intéresse, qui devrait nous intéresser au premier chef. Naturellement, on parle depuis des années d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie géothermique. On a même créé à un moment donné un commissariat à l'énergie solaire dans les années 80. Donc, c'est-à-dire que la volonté a existé depuis longtemps. Donc, on a toujours voulu donner disons, de l'importance à cette énergie. Malheureusement, pour des raisons diverses, et en particulier le fait que l'énergie classique, les hydrocarbures ne sont pas chers, le gaz n'est pas cher, le pétrole n'est pas cher, on fait que finalement, cette énergie qui est abondante, qui fait que, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais l'Algérie dispose, on le dit, on le répète, c'est l'un des plus grands gisements du monde. C'est l'un des domaines où nous sommes quasiment imbattables. Nous avons quelque chose comme 300 jours d'ensoleillement à 10 heures par jour. C'est l'un des meilleurs gisements qu'on puisse imaginer. Donc, ce qui explique que depuis longtemps on en parle, mais malheureusement, les faits sont tels que finalement, on n'est pas encore arrivé à donner à cette énergie la place qu'elle mérite. Et donc, ce congrès est le bienvenu pour pouvoir faire un point de situation et donner les orientations pour l'avenir. Donc 300 jours d'ensoleillement par an, c'est pas rien du tout. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un objectif à atteindre, donc l'énergie solaire, mais plutôt un moyen. Exactement. Plutôt un moyen? Oui, l'énergie solaire, c'est un moyen. L'énergie renouvelable d'une manière générale, c'est un moyen pour développer des secteurs d'agriculture, que ce soit le tourisme ou bien le bâtiment ou d'autres secteurs. Créer des villes carrément dans le désert où on n'a pas de centrale ni rien du tout. Et chaque bâtiment pourra mettre ses panneaux solaires sur la toiture, tirer le câble et il aura son énergie. Et comme je disais, qu'on ne peut pas s'en passer maintenant de l'énergie, c'est comme le pain. Oui. On ne peut pas imaginer qu'on vit sans électricité. On peut vivre sans pas, par contre. Hein. Je vous rassure là-dessus. Mais on connaît rayon. Non, mais on a tout à fait compris votre démarche aujourd'hui et votre engagement envers les énergies propres et les énergies renouvelables. Il y a la biomasse aussi, donc on parle de déchets, donc les villes rejettent énormément de déchets. Exactement. Et on peut en tirer bénéfice de tous ces déchets, entre autres la biomasse. Oui, la biomasse, les déchets organiques, bien sûr. Il ne faut pas nier que vraiment on est en train de perdre beaucoup de déchets. On fait des centres d'enfouissement. Les centres d'enfouissement, c'est une mauvaise stratégie, quoi. Parce qu'enfouir des déchets organiques dans la terre, déjà le terrain il est perdu.
il y a beaucoup d'odeurs. Déjà, je vais expliquer un petit peu sur l'odeur des matières organiques. C'est toute la matière organique qui peut se fermenter. Donc, les déchets, on a des trucs recyclés, plastique et tout, et papier et tout ça. Mais tout ce qui est organique, ça se fermente. L'odeur, ça vient de H2S, c'est l'azote. Et l'azote, on peut en tirer, c'est-à-dire on peut utiliser la matière organique comme fertilisant, même les déchets des animaux et tout ça, on peut les utiliser comme fertilisants. Mais tels qu'ils sont, avec le H2S, ça devient nocif à la vie humaine, ça devient nocif sur la terre, sur les plantes. Donc on fait le pré-traitement déjà de la matière organique dans un digesteur pour en retirer le biométhane. Le biométhane, c'est bien le biogaz naturel. Je peux dire, c'est le gaz de ville. Exactement. Donc, si chaque bâtiment... Moi, j'étais aux États-Unis, à Pascadero, il y avait des fermes qui utilisent leurs déchets pour alimenter la ferme. Parce qu'aussi, San Francisco, c'est des endroits très isolés et tout ça. Ils utilisent les déchets des animaux, les déchets de la maison pour avoir de la biomasse et avoir du gaz de ville. Ils vont pouvoir avoir l'électricité et aussi la chaleur, l'électricité, parce qu'il y a des groupes électrogènes qui fonctionnent avec du gaz de ville, avec lesquels on peut avoir l'électricité, et on peut avoir de la chaleur pour le chauffage, pour tout, c'est-à-dire cuire et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc dans ce contexte, c'est-à-dire il vaut mieux faire le pré-traitement d'abord pour des digesteurs, et en retirer le gaz naturel, et après on récupère le digestat, et ça devient avec de l'eau, une eau fertilisante. Directement, on peut la vendre pour les agriculteurs. D'accord. Voilà. Donc on voit maintenant quand même dans certains pays où il y a des villes qui sont totalement autonomes. Oui. C'est quand même, c'est très important parce qu'en fait on ne dépend plus et du moment où on ne dépend plus, on allège aussi. Bon, par exemple pour ce qui se passe pour Sonelgaz, pendant l'été, on souffre de coupure d'électricité. Oui. C'est ça la problématique. Ce qu'on appelle les délestages. Voilà. Exactement, les délestages. Mais les délestages, ça vient d'où? Comme je dis tout à l'heure, il faut évaluer la consommation énergétique. Donc, parce que l'État est en train de produire de l'énergie pour la vendre aux consommateurs. Donc, je ne suis pas une usine qui peut vendre un produit, il doit évaluer le marché, les demandes de marché. Donc, si je vois la demande du marché qui est en train d'augmenter d'un jour à l'autre, mais combien de centrales thermiques on a construit pendant ces dernières années? On a construit des infrastructures, des millions d'infrastructures, mais on n'a pas construit des centrales thermiques pour la production d'électricité. Donc, c'est ça le point le plus important. Des villes totalement alimentées à l'étranger parce que l'État s'engage. D'accord? L'engagement de l'État fait que l'évaluation déjà du potentiel fait que l'État quand même va vers l'économie d'énergie, vers l'efficacité énergétique, parce qu'on n'utilise pas les produits qui sont très consommateurs d'énergie. Chez nous, en Algérie, il ne faut pas le cacher, que tout le monde allume sa lampe, la laisse allumée, et puis quand il va au marché, il peut acheter des lampes ordinaires, il peut acheter des lampes des LED économiques, c'est-à-dire il ne fait pas de calcul. Donc, il voit la lampe économique, elle fait 30 300 dinars, et il préfère acheter celle de 30 dinars. Voilà, donc il faut aller d'abord vers l'économie d'énergie, vers l'efficacité énergétique. Ça, c'est une culture, bien sûr, à semer par rapport à la population. Voilà. Donc, moi, j'avais visité dans la région de Boumerdès, donc un éleveur bovin, qui avait réussi. Pendant très longtemps, il avait fait une demande, il n'avait pas d'électricité, ses terres étaient vraiment loin de la première alimentation. Donc, il est passé au panneau solaire. La traite de ses vaches se fait tous les jours, quotidiennement, à l'énergie solaire. C'est quand même un avantage déjà pour lui et même pour l'environnement aussi. Donc, il faudrait vraiment essayer que ce modèle devienne vraiment bien sûr. En moins, justement, pour les concessionnaires agricoles, ils doivent avoir leur source d'énergie. Mais il faut l'intégration de l'État. Parce qu'il y a des agriculteurs qui viennent demander l'énergie, comme on a dit tout à l'heure, la sécurité alimentaire. Il y a les chambres froides, il y a le séchoir solaire aussi, agroalimentaire. Parlant du séchoir solaire, je crois que vous avez la médaille d'or. Oui, j'ai eu la médaille d'or et j'ai eu sur le séchoir solaire. À quelle occasion? À l'occasion de ce congrès? Non, de projet national de recherche et aussi de l'ANDI. Ils ont fait en 2014 une première pour les femmes chefs d'entreprise pour un projet innovant. J'ai parlé de séchage des plantes aromatiques et médicinales qu'on peut avoir l'autosuffisance en Algérie et en même temps exposer. Parce que la conservation, c'est très important pour l'exportation. Voilà. Donc, pour l'exportation, déjà, l'État programme l'exportation, donc d'abord avoir l'autosuffisance.
en Algérie, parce qu'on a des produits au sud et du nord, l'est et l'ouest, on a différents climats, donc différents produits. Au moins, avoir déjà la circulation au niveau national et après, on va vers l'international. Donc, c'est parmi les modes de conservation. Aussi les chambres froides, aussi justement la disponibilité de l'eau pour l'agriculture. C'est le premier point. Dans un désert, il y a des gens qui ont eu des 400 hectares, 300 hectares. Qu'est-ce qu'il va faire avec s'il n'y a pas de l'eau? Oui. C'est ça. Voilà. Mais donc l'État doit mettre sa main. Parce que ça, il faut que l'État comprenne que c'est un avantage si elle peut alimenter chaque foyer avec sa propre énergie. Parce que le panneau solaire vit jusqu'à 30 ans. C'est déjà un investissement. C'est un investissement de l'État. Vous avez parlé de la réutilisation des déchets. Vous voulez dire aujourd'hui que les décharges publiques qui sont décriées peuvent devenir aujourd'hui une source d'énergie. Exactement. Et quel puis, coût pour la transformation d'une décharge publique en une centrale d'énergie? Ça peut être entre 50 milliards et 100 milliards, tout dépend de la capacité. Oui. Par exemple, moi j'ai fait une étude pour Alger, Tipaza et Boumardès. On peut avoir 70 milliards. C'est-à-dire toute la chaîne de tri sélectif et le biogaz. Et je veux bien, c'est-à-dire intégrer maintenant, il y a des trucs à titre particulier. Oui. Il y a des digesteurs pour particuliers qui sont utilisés en Inde maintenant. Oui. En Inde. Donc en fait, tout le monde doit s'impliquer, que ce soit l'État et le citoyen, on doit prendre conscience que maintenant, il faut mais il faut donner d'habitude. exactement, il faut donner des instructions. C'est l'État qui peut faire la loi, comme ils ont fait maintenant pour l'éclairage public. Ils ont quand même donné une instruction pour avoir l'éclairage à LED ou bien solaire pour l'économie d'énergie. Et les précurseurs dans le domaine, c'est la gendarmerie nationale, c'est vrai. Oui, exactement. Vrai, avec toutes les stations qui ont été installées, des stations photovoltaïques. Panneaux solaires, avec des panneaux solaires. Espérons que ça ira plus vite qu'on Inch'Allah, oui, Inch'Allah, c'est ça. Merci à vous. Merci, Mahlal. Bonne chance. Madame Amina Belhamou, merci. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci surtout d'être venu. C'est trop gentil. Merci. Allez, quant à nous, extrait d'un portrait de l'artiste peintre Mohamed Meliani. C'est avec Nassiba Djaïdir que ça se passe juste après. On retrouvera sur ce plateau Siam Kenouch et Sarah